Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Politique et Économie. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Ernest Pardo. Bonjour monsieur. Bonjour. Ernest Pardo, vous êtes d'abord chef d'entreprise, vous êtes expert en diagnostic d'entreprise et également en dysfonctionnement judiciaire, une spécialité reconnue, délivrée par la Commission européenne. Et donc, nous allons parler aujourd'hui du système judiciaire puisque vous signez cet ouvrage, La supercherie judiciaire. C'est un énorme pavé de connaissances dont on va parler dans un instant, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Vaste sujet. Ernest Pardo, pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour être utile aux autres. Nous sommes tous baignés dans un système de supercherie que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas, dont chacun d'entre nous est victime d'un élément du puzzle, mais personne n'a la connaissance du puzzle dans son entier. Et donc c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ce livre pour reconstituer le puzzle et expliquer aux gens dans quel système de société nous vivons. Quelle est la réalité de ce système? C'est donc pour démystifier ce système judiciaire, qui est la base de tout, parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de société, que j'ai écrit ce livre, qui s'appelle d'ailleurs « La justice démystifiée ». Quel est l'objet de ce livre? L'objet de ce livre est de prévenir toute personne qui est en état de création, de développement ou de déclin d'entreprise, ou en amont, en cours ou en aval d'une procédure judiciaire, qu'elle sache, qu'elle découvre à quoi elle doit s'attendre. Car le message qu'on lui délivre, en apparence, n'est pas du tout celui qu'elle va découvrir dans la réalité. Alors, votre ouvrage, Ernest Pardo, se compose de 3 parties. Analyse du système judiciaire, les cas d'école et les solutions. Nous terminerons par celle-ci. Première question, Ernest Pardo, vous êtes un défenseur de la liberté d'expression et à ce titre, vous dénoncez les agissements de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme intervient tout à fait en aval du système. Parce qu'avant d'arriver à la Cour européenne, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours internes. Ça veut dire en réalité s'épuiser par les voies de recours internes et non pas les épuiser. L'appel, la cassation. Etc. Et ensuite, on aboutit donc devant la Cour européenne. Alors, ce musellement... Puisque vous y êtes allé, vous, devant la Cour européenne. J'ai pratiqué pendant 18 ans la Cour européenne des droits de l'homme et j'ai eu donc l'occasion au cours de ce parcours de vérifier comment ça se passe réellement. Et pas comment ça se passe uniquement en France. Comment ça se passe en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, etc. Puisque lorsque l'on fait des mémoires devant la Cour européenne, on est obligé de s'intéresser à la jurisprudence qui a été rendue par cette juridiction supranationale. Et donc, on s'intéresse aux affaires qui lui ont été déférées. Et alors, là, concernant la liberté d'expression? Alors, la liberté d'expression, je voudrais citer un ancien, Périclès, qui a dit que celui qui a une idée et qui ne sait pas l'exprimer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et en transposant cette pensée de Périclès, on peut dire que celui qui a un droit, mais qui ne peut pas le faire valoir, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Or, on va instituer un système, une supercherie, un système qui aura pour vocation, pour finalité, d'empêcher qu'une personne, qu'un individu puisse faire valoir ses droits. Et on va donc instituer toujours un droit assorti d'un verrou, un droit assorti d'un verrou. Donc c'est un système clos, en fait. C'est un système clos et que je compare un peu au train électrique. Vous savez, lorsqu'on est train électrique, quand on est enfant, nous avons un train électrique qui tourne, il passe sous des ponts, il passe sous des gares, etc. Bon, on peut modifier la place des gares, on peut modifier la place des ponts, mais on ne sort pas du circuit. Ça tourne toujours en rond. Ça tourne tout le temps en rond et on ne sort pas du circuit. On est tout le temps dans le même circuit. Je voulais le préciser à nos téléspectateurs, Ernest Pardo, votre ouvrage est bourré de références classiques. On y trouve du Boileau, du Racine, et en plus c'est un livre d'une grande qualité intellectuelle sur l'économie, sur le fonctionnement des entreprises. Mais évidemment, revenons au fonctionnement judiciaire. Y a-t-il, croyez-vous, Ernest Pardo, à l'indépendance aujourd'hui de notre justice? Alors, j'aimerais, pour répondre à votre question, vous montrer ce petit puzzle-là, ce petit casse-tête, qui m'a beaucoup amusé, et qui établit en réalité l'existence de 3 éléments qui constituent notre société.
Nous avons d'abord un système plutocratique, ce sont les hommes de pouvoir, ce sont les gens qui ont de l'argent, qui financent les hommes au pouvoir, qui sont donc les politiques, lesquels vont désigner les hommes d'autorité, c'est-à-dire un système judiciaire, absolutoire, qui va couvrir les deux. Le système absolutoire va couvrir les turpitudes commises par les hommes de pouvoir pour avoir de l'argent, argent avec lequel ils financent les politiques, et le système politique qui est tenu par les affaires que l'on connaît, il est tenu par le système judiciaire et il tient le système judiciaire puisque le système judiciaire, sa carrière, son évolution, son avancement dans son tableau d'avancement dépend du politique. Donc on se tient par la barbichette et voici comment c'est articulé. Alors ça c'est très intéressant parce que vous voyez, la clé du dénouement c'est la justice, celui-là, vous voyez. J'essaye de... voilà. Et lorsqu'on regarde chacun de ces éléments, de quoi il est constitué et qu'est-ce qu'il contrôle, eh bien, on se rend compte que la totalité des institutions, des organisations, par les technostructures politiques ou administratives, par les hauts fonctionnaires, par les commis de l'État, par les grands et petits commis de l'État d'ailleurs, bon, sont entièrement entre les mains de ces trois éléments-là. Comment, où est-ce que vous avez, quelles preuves pouvez-vous nous apporter de cette corruption de la justice et de cet ensemble d'entremêlements? Alors, il suffit de voir les affaires. Nous avons, je crois, en France, quelque chose comme 14 millions de décisions judiciaires qui sont rendues chaque année. Et nous avons un taux d'insatisfaction des usagers de la justice, que je n'aime pas appeler des justiciables, parce qu'être justiciable, c'est déjà être accusé de quelque chose. Moi, je préfère utiliser le terme usager de la justice. Et 78% de ces usagers de la justice se plaignent de leur justice. S'il y avait 50%, ça pourrait être compréhensible. On est satisfait, oui ou non? Voilà, exactement. S'il y avait 50% de mécontents et 50% de contents, on pourrait dire, bon, dans un procès, il y a une partie qui perd, une partie qui gagne, on pourrait le comprendre. Mais 78%, et en plus, ce phénomène qui est décrié depuis 1960, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on décrit ce dysfonctionnement. Et on le décrit à travers des rapports parlementaires, à travers des rapports sénatoriaux, à travers des livres, des écrits, des articles de presse, des sondages. Bon, c'est quand même un phénomène, un syndrome qui doit interpeller. La justice ne peut pas être un outil qui sert à détruire l'individu. Ça doit être une valeur ajoutée. La justice est une fonction fondamentale qui dépend de tout le monde, qui est l'affaire de tout le monde et la responsabilité de tous et de chacun d'entre nous. Et donc les gens qui rendent des décisions de justice, des décisions judiciaires, non pas de justice, parce que la justice n'est pas de ce monde, ne peuvent pas être dans un bunker d'irresponsabilité et infliger l'injustice au nom de la justice à des justiciables qui, eux, sont en totale responsabilité. Vous êtes en train de nous dire que la majorité des Français ne croient pas en leur propre justice. Ah bien sûr, il faut avoir beaucoup d'humour pour croire. Pourquoi non pas la justice, mais au système judiciaire. La justice, je vous le dis, n'est pas de ce monde. C'est un système judiciaire qui, lui, est bien de ce monde. Alors, vous vous en prenez, Ernest Pardo, au fonctionnement des tribunaux administratifs et des tribunaux commerciaux, notamment concernant ces derniers, avec ce qu'on appelle les administrateurs judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement de cette activité et qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, quel que soit le tribunal, qu'il soit administratif ou que soit judiciaire, puisque la France est le seul État au monde qui a fait la séparation entre des tribunaux, des juridictions administratives et des juridictions judiciaires. Et c'est cette séparation des pouvoirs qui existe d'autorité, cette séparation d'autorité entre tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires. On sépare l'État de l'individu. C'est ça. Les affaires qui opposent les individus entre eux, donc ce sont les tribunaux judiciaires, et les affaires qui opposent les individus à l'État, ou les administrations entre elles, ça c'est du ressort administratif. Nous sommes le seul pays au monde à avoir cette séparation, ces deux éléments. Alors, quel est le problème d'ailleurs sur cette distinction, sur cette séparation? Quel problème voyez-vous là-dedans? Je vois qu'une différence de traitement. Il y a une différence d'égalité de traitement du justiciable devant une juridiction. D'abord, cette juridiction-là, au sein même du même corps, du même type de juridiction, vous avez des terminologies différentes.
Vous avez des cas de recevabilité qui sont différents. Vous avez des délais qui sont différents. Nous avons quelque chose comme 380 délais de procédure. Nous avons des modes de fonctionnement totalement différents. Donc, toute cette complexification, toute cette complexité est faite pour justement égarer le justiciable dans les méandres de difficultés que Boileau a dénoncé dans une de ses satires. Il a dit « Moi, que j'aille crier dans ce pays barbare, où l'on voit tous les jours l'innocence aux abois, errer dans le détour d'un dédale de loi, et dans l'amas confus de chicanes énormes, ce qui est blanc au fond, rendu noir par les formes. » Avant lui, Tacite avait dit que plus un État est corrompu, plus il multiplie les textes. Or, des textes, on en a 15 000 par an. Nous avons 68 codes, etc. Je vous propose, Ernest Pardo, de faire une courte pause. On va se retrouver dans un instant pour évoquer la suite. Ernest Pardo, nous étions en train de parler du fonctionnement des tribunaux administratifs et des tribunaux commerciaux, avec notamment l'activité d'administrateurs judiciaires. Vous dites que ces administrateurs judiciaires sont responsables de la destruction du tissu des entreprises, et il y a un mot qui revient sans cesse dans votre ouvrage, c'est celui de prédation. Oui. Alors la prédation, c'est une notion qui a été définie par Platon, vous voyez, ça c'est pas d'hier, qui a été reprise aussi par Frédéric Bastiat, et qui distingue dans l'activité économique des individus deux types d'activités. Il y a l'activité de production et l'activité de prédation. Il est plus facile de prendre que de fabriquer. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'évoque deux fables, l'une de La Fontaine, qui incite le petit peuple, la France d'en bas, à travailler et à prendre de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et puis, un autre message destiné par Boileau à la France d'en haut, et qui dit « Loin d'être généreux, mon fils, engraisse-toi du sucre des malheureux ». Donc nous retrouvons deux catégories de personnes, une qui se brûle les doigts pour tirer les marrons du feu, et l'autre qui en profite. Là, nous sommes exactement dans la même démarche. Et la prédation, c'est... Il faut m'expliquer comment 384 mandataires judiciaires peuvent se partager le pactole de 70 000 entreprises par an en liquidation judiciaire. Et non seulement ils prennent des actifs sociaux et patrimoniaux de l'entreprise, mais ils prennent également le patrimoine personnel de ceux qu'ils ont exécutés. Il faut expliquer comment aussi certains juges finissent par devenir adjudicataires de biens qu'ils ont mis en liquidation judiciaire. Et tout ceci en totale impunité. Alors, pour revenir aux tribunaux, qu'ils soient administratifs ou que ce soit judiciaires, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est la méthode, c'est le système. Ce livre décrit l'existence d'une méthodologie. Cette méthodologie comporte 12 typologies. Ces 12 typologies se déclinent en 144 techniques de perversion, des textes et des procédures. Et là, j'ai inventé deux néologismes, un que j'appelle la juridistique, c'est-à-dire tout ce qui est perversion des textes, tout ce qui est juridique, c'est les textes, et la judiciaristique, tout ce qui est judiciaire, c'est les procédures, c'est la perversion des procédures. Tout ceci s'applique en 16 tableaux stratégiques et comporte 68 plans tactiques. Ce qui veut dire que lorsque vous rentrez devant les juridictions, vous êtes en face, non pas d'un juge, qui n'est pas là pour appliquer le droit, pas du tout, il est là pour gérer sa carrière. Quand vous êtes devant un tribunal, ce tribunal il va servir d'alibi à la supercherie judiciaire de laquelle sont victimes toutes les personnes qui s'adressent à lui en croyant, comme on s'adresse au tribunal de commerce, en croyant qu'on va pouvoir trouver le salut en se déclarant en station de paiement et en bénéficiant d'un plan. Or, 97% d'entreprises qui s'adressent au tribunal de commerce sont liquidées à la première audience. Ce qui pose la question de la sélection de ces mandataires judiciaires. On nous dit qu'ils sont omniscients. Omniscients en quoi? Si on calcule ce que j'ai décrit dans le livre, si on calcule le nombre d'entreprises que chacun d'entre eux doit traiter, je crois qu'il y a 440 entreprises. On divise 70 000 entreprises par 380 mandataires, on trouve 440 entreprises par an et par personne. Ça veut dire qu'ils ont 2 jours pour redresser soi-disant l'entreprise. 2 jours. Et cette entreprise, ça peut être un hôtel, ça peut être une chaîne de grands magasins, ça peut être une boutique, ça peut être un étal de boucherie, ça peut être un artisan, ça peut être une multinationale. Ils ont 2 jours. Alors il faut qu'on m'explique comment ces omniscients peuvent-ils redresser une entreprise dans laquelle ils ne connaissent rien. Ils ne sont même pas capables de vous citer les 3 premiers concurrents principaux de cette entreprise et ils prétendent la redresser.
Et le chef d'entreprise qui, lui, évolue depuis 10, 15, 20, 30 ans dans son secteur et qui n'a pas pu le surmonter pour des questions occultes, lui, on l'évince complètement, il n'a pas droit à la parole. Pourquoi vous utilisez ce mot de perversité? Ben, qu'est-ce que la perversion? La perversion, c'est l'art et la manière de modifier la finalité, le sens d'un texte, ou d'une mesure, ou d'une disposition. On va donc la pervertir. Voilà. Il y a une blague qui dit que le chef ne lit pas le journal, il s'instruit. Le chef ne drague pas la secrétaire quand il est sur ses genoux. Non, il l'éduque. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça la perversion. Ernest Pardo, vous avez mis au point ce que vous appelez les lois Pardo. Elles sont au nombre de 3. Est-ce que vous pouvez nous les décliner? Oui, ça m'a beaucoup amusé. Alors la première loi de Pardo, je me suis inspiré d'Einstein, célèbre pour avoir formulé la relativité restreinte. E égale mc2. Pour Einstein, l'énergie est égale à la masse que multiplie la vitesse élevée au carré. Et moi, donc, j'ai repris les mêmes éléments, mais je désigne autre chose. E, pour moi, c'est l'enrichissement crapuleux, qui est égal à la masse des malversations, M, qui prospère à la faveur de la criminalité économique et financière, élevée au carré de la criminalité morale des institutions. Le tout débouche vers l'infini pour aboutir au chaos. Voilà, ça, c'est la première loi de Pardo. Alors, lorsqu'une personne qui a été née, élevée et abattue en France, je parle des chefs d'entreprise, né, élevé et abattu en France, parce qu'on le laisse prospérer, on le laisse développer, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau de convoitise. Et à partir du moment où il va atteindre un certain niveau de convoitise, de profit, et susciter un intérêt pour des prédateurs, donc par la prédation, ils vont donc l'abattre. On a l'impression d'avoir affaire à un canard qu'on engraisse pour le foie gras de Noël. Exactement, c'est exactement ça. Et donc lorsqu'il sera abattu, il va se dire, il n'y a pas de souci, j'ai quand même un système judiciaire bien établi en France, il y a des avocats, il y a des juges, il y a du droit, il y a des tribunaux, je vais pouvoir me faire établir dans mes droits. Le problème, c'est que lorsque cette prédation est pratiquée par des hommes de pouvoir, ou des copies des hommes de pouvoir, il n'y aura aucun avocat pour le défendre. Et là, on tombe sur la deuxième loi de Pardo. Alors, la deuxième loi de Pardo, je pense que je vais demander le prix Nobel de physique, parce que j'ai découvert qu'il y a une vitesse supérieure à celle de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, ça s'écrit C indice O, ça veut dire 300 000 km/s, et moi j'ai découvert qu'il y a une vitesse encore supérieure à celle-là. C'est PE. PE, c'est pas Pardo Ernest, c'est poudre d'escampette, supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Parce que lorsqu'on va se demander à un membre de la junte judiciaire d'attaquer un de ses confrères, d'attaquer un homme de pouvoir, d'attaquer un politique, il va prendre la fuite à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et enfin, on va aboutir à supposer que l'on traverse, que l'on surmonte cet écueil, on va tomber sur la troisième loi de Pardo. Si vous permettez, je vais prendre mon livre. Et la troisième loi de Pardo est intéressante, c'est qu'il faut une mathématique aussi assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette troisième loi de Pardo? Je vais donc la montrer, elle est ici. Elle dit que... On la montrera à la post-production. On la montrera. Elle dit que les personnes auxquelles on s'adresse sont régies par les 6 I. 6 I. Quels sont les I? Les I, c'est l'irresponsabilité, l'inviolabilité, l'inamovibilité, l'incompétence, l'intouchabilité et l'infaillibilité de l'agent judiciaire. On a affaire à des dieux de l'Olympe. Ils sont irresponsables, inviolables, incompétents, intouchables. D'accord? Et ils sont régis par 2 protections, le statut et la secte. Qu'est-ce que c'est la secte? Alors, la secte, c'est l'appartenance à toute forme de cercle d'influence, de n'importe quelle nature, que ce soit franc-maçonnique, que ce soit peu importe lesquels, que ce soit des anciens élèves, que ce soit des syndicales. Bon. Ce sont des cercles d'influence qui s'autoprotègent les uns les autres. Bon. Et ils vont bénéficier, grâce à ça, sachant qu'il n'y aura personne pour vous défendre, par la deuxième loi de Pardo, personne ne sera prêt pour défendre. Ils vont bénéficier d'une impunité qui est fondée sur l'immunité et sur le privilège. Privilège de juridiction, privilège de clergé, ça veut dire qu'ils se jugent contre eux, etc.
Tout ceci n'appartient bien sûr pas du tout au monde de l'égalité. Et quelle que soit votre responsabilité ou votre culpabilité, vous serez exonéré. Ça ne débouchera sur rien. Vous voyez, quand on prend le cas de Christine Lagarde, ça débouche sur quoi? Sur rien. Et vous revenez également, Ernest Pardo, vous venez de l'évoquer, sur le fait que les juges soient totalement irresponsables et qu'ils ne soient jamais punis de leurs fautes. Jusqu'où cette irresponsabilité va-t-elle? Jusqu'à l'infini. Les juges, ils n'ont même pas de compte à rendre à Dieu. Ils ont des comptes à rendre à une entité encore plus indéterminée que Dieu, qu'on appelle l'âme et conscience. L'âme et conscience, voilà. En âme et conscience. En eux-mêmes. Ils rendent des comptes à eux-mêmes, à leur âme et conscience. Voyez. Alors, Ernest Pardo, vous avez écrit ce livre via votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous est arrivé en tant que chef d'entreprise? Ce qui m'est arrivé n'a pas beaucoup d'importance, comme d'ailleurs tout ce que je décris dans les exemples que je donne n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour illustrer votre propos. Alors, ce qui est important, d'abord j'ai écrit ce livre pour le dédier à mon épouse, qui en est décédée. Après 38 ans de combats truqués, mon épouse en est morte. Donc j'ai écrit ce livre pour le lui dédier et rendre hommage à sa présence à mes côtés durant toutes ces années, 38 ans de combat, 38 ans de lutte. Alors, ce qui m'est arrivé, rien de banal. Lorsque les gens sont confrontés à une situation d'échec d'entreprise, ils s'imaginent toujours que leur cas est un cas exceptionnel, qu'ils n'ont pas eu de peau, qu'ils ont fauté, qu'ils sont peut-être même comportés comme voyous, qu'ils ont détourné l'argent de la caisse, parce qu'on les convainc de ça. On les convainc de ça de manière à exonérer les responsables réels et les amener au suicide. Et ainsi le combat cesse de faute de combattants. Bien. Alors, lorsque j'ai eu cette aventure, moi j'étais industriel, j'avais 150 salariés, j'étais installé à Marseille, j'avais conquis 90% d'un marché national au sein de l'administration des télécommunications, mais comme je ne payais pas les pots de vin pour avoir ces marchés, et étant juriste, j'exigeais l'application stricte du code de marché public, j'ai été éliminé. Au profit de quelqu'un qui est beaucoup plus compréhensible sur ce plan-là. Parce qu'il faut savoir que la manne publique, les fonds publics, les marchés publics, c'est ce qui nourrit le système. Et à partir du moment où vous voulez rentrer dans ce système-là, il faut que vous sacrifiez votre morale, votre vertu, votre éthique, que vous oubliez toutes les règles qu'on vous a enseignées dans les écoles de commerce ou ailleurs. Parce que la règle, c'est pas celle-là. La règle du jeu, c'est pas du tout celle-là. On va vous apprendre dans l'école de commerce qu'il faut faire du marketing, qu'il faut avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, le marketing mix, les 4P, etc. C'est du pipeau, tout ça. Et vous allez découvrir qu'on peut avoir des marchés et des fonds publics à profusion, sans avoir d'entreprise même. Sans avoir de marché, sans avoir de produits, sans avoir de personnel, sans avoir une boîte aux lettres dans un paradis offshore quelconque, et puis on vous vire des centaines de milliards. C'est ça la réalité. Vous vouliez également qu'on aborde ensemble, devant les téléspectateurs, l'affaire de Richard Armenante et de Radio Vitamine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, dans l'affaire de M. Richard Armenante, il est victime exactement du même procédé. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas le cas personnel qui m'intéresse, c'est le procédé. Vous savez, dans une formule mathématique, dans une équation mathématique, ce qui est important, ce ne sont pas les paramètres. Qu'on les appelle x, y, alpha, bêta, delta, peu importe. Ce qui importe, c'est la formule de résolution. Et là, c'est exactement la même chose. Dans l'affaire de Radio Vitamine ou dans l'affaire de M. Richard Armenante, c'est la méthode, c'est le fondement, c'est ce qui est fondamental qui m'intéresse. Alors Richard Armenante, lui, c'était un chef d'entreprise compétent, qui avait déposé plus de 300 brevets, qui avait une entreprise prospère à Marseille, et qui a été victime de prédateurs. Toujours pareil, de prédateurs. Et ils ont organisé son anéantissement, sa ruine. Et pour pouvoir organiser son anéantissement et sa ruine, ils vont délocaliser le dossier qui relevait du ressort de compétences des juridictions de Marseille, ils vont le délocaliser à Aix-en-Provence, parce qu'ils avaient un homme de main à Aix-en-Provence qui avait pour mission de le mettre en chemise. Et ça résulte d'un témoignage. Vous voulez dire le mettre à mort, quoi. Le mettre à mort, voilà. Socialement, en tout exactement. cas. Ouais. Et ça résulte d'un témoignage qui a été donné par un ancien président de la Cour des comptes régionale de Marseille, qui lui a fait son témoignage, qui est ancien magistrat donc, dans lequel il dit « J'ai discuté avec le président du tribunal de commerce de Marseille pour savoir pourquoi ton dossier a été délocalisé de Marseille à Aix. Et on lui a répondu ce que je viens de vous dire, c'est parce que nous avons nos hommes là-bas et qui ont pour mission de le mettre en chemise. » Ça, c'est le cas de
qui démontre la collusion qui existe entre le politique et le monde des affaires. Ensuite, dans le cas de Radio Vitamine, alors là c'est fabuleux, nous avons une procédure totalement artificielle qui est diligentée par une personne qui n'existe pas sur le plan juridique, sur le plan de la légitimité. Une personne qui va porter plainte alors qu'elle n'a pas le droit, la qualité, ni l'intérêt à agir. Son seul intérêt à agir était de s'accaparer de Radio Vitamine, qui est une radio qui était évaluée à 12 millions d'euros, et qui avait 8 fréquences d'émission, et qui devait donc être beaucoup plus importante. Il y avait 175 000 auditeurs jour quand même, et donc ça rapportait un certain profit, qui a suscité la convoitise de ces prédateurs. Et alors, sur la base donc d'un dossier qui est monté de A à Z par des personnes qui n'avaient aucune qualité pour le monter, aucun intérêt pour le monter, sauf la prédation, on va bâtir la ruine, et on va organiser la ruine et l'anéantissement d'un chef d'entreprise, mettre 27 salariés au chômage, comme mes 150 salariés ont été mis au chômage, et donc c'est là que je vous dis que le rôle de la dédensification et de la désintégration du tissu économique national est fondé sur un système judiciaire complètement corrompu et pervers. On va faire une dernière pause. Ernest Pardo, on va revenir dans un instant. Toujours en compagnie d'Ernest Pardo pour évoquer son ouvrage, La supercherie judiciaire. Ernest Pardo, donc, on évoquait tout à l'heure la Cour européenne des droits de l'homme, autre institution hautement importante, en tout cas qui relève pour son cas de la France, le Conseil constitutionnel. Vous évoquez, vous constatez que ces arbitrages sont totalement faussés. Expliquez-nous pourquoi. Alors, je vais me référer à mon livre pour répondre à votre question de manière extrêmement concise. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, nommés pour 9 ans. Les membres sont désignés par le président de la République. Bon, déjà, il y a un problème. Quand on parle de séparation de pouvoir, il y a déjà un problème, puisque c'est le politique qui va désigner le Conseil constitutionnel. Et le président de chacune des assemblées du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, qui sont eux aussi des politiques. En termes plus clairs, le Conseil constitutionnel est entièrement sous la main des politiques et on ne peut pas parler de séparation de pouvoir. Alors moi je dis que dans un état de droit, au sommet d'un état de droit trône la Constitution et au sommet de la Constitution trône la supercherie judiciaire sur fond de supercherie institutionnelle. Ça c'est une réalité. Ça explique pourquoi aussi plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité voilà, ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel, puisque les organes judiciaires qui ont pour mission et pour charge de servir de courroie de transmission, de transmettre uniquement les questions, ne le font pas, puisqu'ils font elles-mêmes partie du système et elles sont là pour protéger le système. Autre phénomène, on en parlait tous les deux, Ernest Pardo, avant de nous rendre sur le plateau, c'est la lenteur du système judiciaire en France. Vous l'expliquez par un phénomène de volonté. Bien sûr. Alors, il y a un adage qui dit que les lenteurs de la justice aboutissent à une absence de justice. Lorsque vous mettez 5, 10, 15, 20, 25 ans pour aboutir à vos droits, ben, c'est une victoire à la Pyrrhus. Vous n'aboutissez à rien, si vous y parvenez. Parce que je prends le cas de mon épouse, elle en est morte. Alors, cette lenteur de la justice est organisée. Elle est organisée structurellement par les budgets. Pourquoi y a-t-il 6500 magistrats en France? Pourquoi y a-t-il X centaines de juges d'instruction? Vous me disiez, un procès en règle générale en France, c'est 15 ans. Il faut compter 15 ans. Il faut compter 15 ans. Je prends le cas d'un procès à caractère prioritaire, à caractère alimentaire, comme un prud'homme. Bien, une procédure devant les prud'hommes, ça dure 15 ans. Entre l'audience de conciliation au départ et l'arrêt définitif rendu par une cour d'appel de renvoi, il faut compter 15 ans. En termes plus clairs, si vous rentrez dans la vie active à 25 ans et que votre durée de vie est de 70 ans, dans votre vie, vous avez droit à faire 4 procès. C'est extraordinaire. Voilà, c'est fantastique. On peut avoir une mise à mort en 4 actes. Exactement. Exactement. Et cette mise à mort, je la compare à celle de l'arène. Lorsque le taureau rentre dans une arène, il va rentrer dans un décorum, il ne sait pas ce qui va lui arriver.
Et il va sortir comment? La queue et les oreilles coupées. Peut-il y avoir une réforme du système judiciaire? Pas pour vous, Ernest Pardo. Oui, il faut qu'il y ait une réforme du système judiciaire, parce que si on ne réforme pas ce système, nous allons aboutir au nihilisme, qui va déboucher sur l'anarchie et aboutir au chaos. Or, une société qui n'est pas dans ses institutions, qui n'est pas solide dans ses institutions, c'est une société qui est vouée à quoi? À la violence. Mais des réformes, il y en a déjà eu, Ernest Pardo. Notamment la réforme du code pénal en 1994. Oui, tout à fait. C'est exact. Oui, alors toutes les réformes j'ai observé que toutes les réformes qui ont eu lieu depuis 1994, notamment parlant du code pénal, qui depuis 162 ans était toujours en vigueur, avant 1994, ont pour effet de corriger les interstices dans lesquels on pouvait obtenir un droit. Ils bouchent ces interstices. Ils disent, ah, là on a oublié ce truc-là, donc on va le boucher. Et je prends pour exemple l'ancien article 114 du code pénal, qui visait tous les commis d'autorité, commis de pouvoir, qui étaient responsables et passibles de la dégradation civique et de l'inéligibilité, s'ils commettaient certains actes d'infraction dans leur fonction. Eh bien, le 114 a disparu. Il l'a remplacé par un autre article qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus dilué, beaucoup plus... Voilà. Donc, toutes les réformes du Code n'ont pas pour effet d'améliorer le système de société, mais ont pour effet de garantir l'impunité et les responsabilités de ceux qui commettent des infractions. C'est Thierry Lévy, je crois, qui a dit que le droit n'est pas là pour punir le crime, il est là pour le protéger. Maître Thierry Lévy. Oui, absolument. Feu Maître Thierry Lévy. C'est ça, feu Maître Thierry Lévy. Je le cite d'ailleurs dans mon livre. Indépendamment de sa vie privée, c'est le juriste qui m'intéressait. Voilà. Alors, Ernest Pardo, pour terminer, il nous reste un petit peu plus de 7 minutes. Vous proposez dans votre ouvrage une série de propositions pour réformer ce système judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grands axes? Oui. Alors, il y a deux axes principaux. Le premier, et le fondement de tout ça, d'abord, l'élément fondamental, c'est la responsabilité. Il faut que toute personne qui intervient dans la formation d'une décision judiciaire, à quelque niveau qu'elle se trouve, que ce soit un avocat, un huissier, un magistrat, un expert, un enquêteur, peu importe ce qu'il est, un procureur, il faut qu'il soit responsable de ses actes. Or, cette responsabilité, nous ne l'avons pas. Nous avons une masse de responsables face à des masses d'irresponsables. Et cette irresponsabilité, elle est soit tacite, soit explicite. Donc, ça, c'est le fondement. Ensuite, il faut s'attaquer sur les deux axes principaux. Le premier, c'est sortir, se soustraire à l'influence de cette engeance, en privilégiant toutes les formes, les formes de résolution des conflits qui ne soient pas judiciaires, ça veut dire l'arbitrage, ça veut dire la convention, ça veut dire la conciliation, etc. Donc il faut échapper à cette emprise, ça c'est un premier point. Et le second, c'est qu'il faut s'attaquer aux 4 ou 5 éléments principaux sur lesquels ce système fonctionne. Le système ne fonctionne que parce qu'il commet des abus. Il y a un abus de savoir au départ, un abus d'avoir, un abus de savoir, un abus de pouvoir, un abus de temps et un abus de représentation. L'abus d'avoir. Alors, la connaissance est pouvoir. Si on vous supprime la connaissance, vous n'avez plus de pouvoir. Et votre ignorance devient une source d'asservissement. Alors, pour pouvoir savoir, il faut avoir de l'avoir déjà, parce qu'il faut se payer des études, Si on n'a pas d'avoir, on peut ni acheter le savoir, ni l'acquérir. Et donc, on est entre les mains d'une entité qui va vous museler complètement, c'est le système de représentation. Par l'avocat. Notamment. Voilà. Pas que par notamment, parce que lorsqu'on prend la procédure pénale, c'est le procureur de la République qui est juge de poursuite des poursuites et qui va décider quelles sont les limites, quels sont les moyens, quelles sont les orientations de l'enquête. Il n'y a pas que l'avocat. Bon. Mais tout ceci font partie du même système. Ils contribuent tous à des degrés différents, par des formes différentes, mais ils sont tous dans le même système.
Bon, absence d'avoir, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas payer des avocats, on ne peut pas acquérir la connaissance. Absence d'avoir, on ne peut pas acheter le savoir non plus. Et quand on achète le savoir, eh ben, on est tributaire de ce que l'on vous dit, puisque vous êtes un ignorant. Alors vous devez écouter ce que l'on vous dit. Absence de pouvoir. Le système des class actions, ça veut dire des procédures de groupe, sont interdites en France, sauf dans quelques cas mineurs. Tous ceux qui n'ont pas reçu leur machine à laver en temps et en heure peuvent se regrouper à travers en plus des structures qui les contrôlent, qui sont les consuméristes, pour pouvoir agir en action groupée. Mais autrement, ils ne peuvent pas. Bon. Moi, je me demande pourquoi toutes les personnes qui sont victimes dans une même ville du même mandataire judiciaire véreux, pourquoi ils ne pourraient pas se grouper tous contre lui? C'est une bonne question, ça. Bon. Donc, absence de pouvoir, absence de temps. On donne du temps au temps. Mais en donnant du temps au temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les témoins disparaissent, les pièces s'égarent, les lois changent, les protagonistes meurent. Qu'est-ce qu'il y a au bout d'un procès, au bout de 15 ou 20 ou 25 ans? Qu'est-ce qui reste? Et enfin, supercherie suprême, le musellement. On va multiplier et complexifier les procédures pour vous obliger de passer par des hommes de l'art qui, eux, n'obéissent pas du tout aux intérêts que vous leur confiez. Ils obéissent à leurs intérêts. Vous êtes pour que le justiciable n'ait pas de représentant et se défende lui-même, alors? Ben, moi, je milite pour le fait que le justiciable doit choisir librement son défenseur, bien sûr, parmi des gens qui sont capables ou envers qui il a confiance. Et je milite pour la suppression du droit d'être défendu et lui substituer le droit de se défendre. C'est totalement différent. Ce qui a été votre cas, puisque vous êtes allé plaider votre cause vous-même auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, ça n'a pas été mon cas, parce que la représentation était obligatoire, mais je peux vous garantir qu'avec mes 38 ans de procédure judiciaire, c'est moi qui constituais absolument tous les dossiers, tous les mémoires, absolument tout. Mais après, je me heurtais aux avocats, qui eux ne voulaient pas, soit ne pas les déposer, soit les contenir, soit les édulcorer, soit les mettre des euphémismes. Vous voyez, lorsque vous tuez quelqu'un délibérément en voiture, parce que vous avez prévu le jour où il va rentrer, sortir, etc., et vous allez l'écraser, ça s'appelle un assassinat. Et vous êtes en train de nous dire que chacun des avocats auxquels vous avez pu faire appel était complice d'une force qui voulait vous anéantir. Il n'est pas complice. Il est victime de ses propres peurs. Un avocat, il sait que s'il va attaquer un de ses confrères, il est radié à vie du barreau. On va faire en sorte de lui faire perdre toutes ses procédures et tous ses procès pour lui mettre une image de loser, une image de perdant, il n'aura plus de clients. Le suicide de M. Sipiliti, de l'avocat Joseph Sipiliti, c'est un des exemples. Quand on attaque le système vous éjecte. Et il vous laisse une seule possibilité, c'est vous suicider. Ou alors vivre en asservi. Je crois que c'est Peggy qui a dit « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie ». Je vous propose de terminer notre entretien, Ernest Pardo, sur ces jolis mots. Et donc, je rappelle à notre public le titre de votre ouvrage, c'est La supercherie judiciaire, un livre très documenté, très dense pour les étudiants, pour les citoyens, et donc un livre que vous pourrez retrouver aux éditions Décime, puisque vous êtes en train de changer d'éditeur. C'est en cours. C'est en cours, donc ça devrait normalement... Voilà. Mais pour l'instant, on peut écrire à la radio ici, enfin à la TV Liberté, dans le cas où les gens seraient intéressés, puis je suis en train de changer d'éditeur. La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Merci Ernest Pardo d'être venu sur notre plateau. Merci à bientôt, chers téléspectateurs.